Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Ce soir, nous allons nous pencher sur une page majeure de l'histoire, mais longtemps marginalisée, celle de la résistance rifane et de la République du Rif et de la continuité des politiques de domination exercées sur cette région jusqu'à nos jours. À l'occasion de la commémoration des massacres de janvier 1984 dans le Rif, lors d'une manifestation organisée aux Pays-Bas par le Parti national rifin, plusieurs questions s'imposent à nous. Elles sont fondamentales sur l'histoire de la mémoire et le pouvoir. Ces massacres, qui ne sont pas des cas isolés, s'inscrivent dans une longue trajectoire de répression, de marginalisation et de violence d'État, remontant aussi bien à la période coloniale qu'après l'indépendance. Le Rif a pu, au début du siècle dernier, résister avec succès aux colonisateurs espagnols et français. Même plus loin, sous l'impulsion de Abdelkrim al-Khattabi, le Rif a bâti des institutions indépendantes malgré la guerre, le blocus des puissances coloniales. Et pourtant, cette histoire a été occultée à la fois par les puissances coloniales et par l'histoire officielle du Maroc. Peut-on considérer la République du Rif aujourd'hui comme l'un des premiers modèles de résistance anti-impérialiste dans le monde arabe et peut-être même en Afrique? Est-ce que c'est précisément cette raison pour laquelle elle demeure encore aujourd'hui un sujet dérangeant pour le régime du Marzen, perçu comme un relais postcolonial? D'autres questions se posent. Comment le Marzen a-t-il imposé sa domination sur la région? Quelles stratégies politiques, économiques et sécuritaires ont contribué à maintenir le Rif sous une situation de marginalisation et de domination durable? Beaucoup de questions nous interpellent aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de quelqu'un qu'on ne présente plus. Vous le connaissez, très chers téléspectateurs de Al24 News, Kamel Mensari, journaliste, mais surtout, vous êtes un fin observateur des questions internationales, M. Mensari. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir ce soir. C'est un plaisir pour moi aussi. J'ai aussi le plaisir et l'honneur d'être accompagné depuis Madrid de Mohamed Dohri, représentant du Parti national rifin en Espagne. Bonsoir, Monsieur Dohri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Une forte salutation rifane pour le peuple algérien et pour votre public. Et le plaisir, c'est de nous d'être ici avec vous. Merci, Monsieur Dohri. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir ce soir. Restez avec moi, Monsieur Dohri. Je commence avec vous. Je le disais lors de mon introduction, ce mois-ci, le 18 janvier dernier, une manifestation a été organisée donc, aux Pays-Bas afin de commémorer cet événement, ces massacres de janvier 1984. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette commémoration, sur cette manifestation et l'importance qu'elle représente aujourd'hui pour le peuple rifin? Oui, c'est tout à fait. Ce dimanche, on a commémoré le 42 anniversaire au crime qui peut s'élever à crime contre l'humanité, au crime de guerre commis sous l'ordre de défunt roi marocain, au chef d'État marocain Hassan II. En 1984, le JD noir, pour nous c'est noir, pour les centaines de morts assassinés, bien c'est assassiné. Donc était à Al-Hussein, était à Nador, le très grave événement ou le très grave succès était à Nador le jeudi 19 janvier 1984. Et le vendredi 20 janvier 1984, à d'autres villes de territoire rifin, Al-Husseima, Tétouan, Al-Qasr al-Kibir, on connaît tous le fameux vidéo qui est sur YouTube de ancien chef d'État marocain Hassan II, qu'on a dit à nous les rifins, les Apaches, non, les Aoubesh, était comme une grande insulte pour nous et d'autres questions que ce sont des contrebandistes et en langue, etc. C'est très honteux. C'est pas d'un chef d'État de parler comme ça avec, entre guillemets, son peuple.
Donc, c'est une tradition annuelle qu'on fait, ça fait 4-5 ans, dans la même place, la place fameuse de la capitale du Pays-Bas, Amsterdam. On se concentre pour dire au régime marocain, nous les Rifins, on a une mémoire collective, vive, et qu'on continuera commémorant la mémoire de nos chouhada, de nos martyrs, et aussi pour lancer d'autres messages au régime marocain pour ne pas compter avec nous pour des réconciliations ou des autres affaires pour nous laisser sous son pouvoir parce que ça suffit. Il faut lutter jusqu'au bout pour notre indépendance comme peuple rifin. Très bien, monsieur Dohary. Justement, le peuple rifin a longtemps lutté, monsieur Mansari, et de cette lutte a émané finalement une république qui a été occultée. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous expliquer dans quelles conditions a été mise en place cette république, les conditions économiques, sociales? Faut-il aussi le rappeler qu'elle a été établie face à deux grosses puissances coloniales. Il s'agit là de l'Espagne, deux gros empires, pas puissances, deux gros empires coloniales. Il s'agit de l'empire colonial français et espagnol. Vous venez de le dire, et le contexte, c'était le colonialisme. Donc forcément, dans un contexte pareil, dans une situation où l'Afrique presque tout entière était sous occupation, à part le Maroc qui était sous protectorat, et la Tunisie qui était aussi sous protectorat. Donc nous sommes dans une réalité colonialiste qui a obligé justement, qui a donné lieu à ce que les habitants du Rif et à leur tête, le leader Abdelkrim El-Khattabi, voient dans cette protectorat une sorte de compromission. Donc il refusait le fait accompli et voulait à tout prix, après l'accord de traité de Fès, d'aller vers la lutte contre l'occupation. C'est-à-dire au lieu d'accepter le fait accompli, il s'est entouré et il a eu l'idée, enfin, et la volonté, le souhait de libérer son pays, c'est-à-dire le Maroc tout entier d'abord, mais il a commencé par la région du Rif parce que c'était là où il avait le plus d'appui politique et l'appui militaire. Donc c'était vraiment une sorte de lutte contre le colonialisme. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une visée restreinte et étroite pour s'accaparer une région et laisser l'autre. Parce que lorsqu'il a établi sa république, qui était la deuxième république dans le monde arabe, après celle de la Tripoli, la république tripolitaine, fondée par Souleymane Pacha al-Barouni en 1918 en Libye. Donc c'était la deuxième république et après suivie par celle de Mustafa Kemal Atatürk en Turquie en 1924. Donc nous sommes dans une réalité dont là il y a cette façon et cette volonté, ce souhait de se libérer du joug colonial. Nous savons que le colonialisme, c'est un colonialisme impitoyable, sauvage, qui décime tout, qui spolie tout, et qui en même temps fait en sorte à ce qu'il rend esclave toute la population. Ce que nous avons vécu en Algérie, c'est pratiquement similaire. Qu'il soit espagnol ou français, le colonialisme n'a qu'un seul visage, celui de la répression, celui de la spoliation et celui justement de la dénaturation, de la déculturation des populations. Donc les conditions et le contexte étaient celui-là. Arrivé au fait que, bien sûr, il fallait lutter militairement pour arriver à l'établissement de cette république dont la capitale a été Agadir, je pense, oui, c'est ça. Donc en 1921, qui a vécu pendant 6 ans, de 1921 jusqu'à 1926, donc inclus, jusqu'à la capitulation d'Abdelkrim El-Khattabi, mais quand même, il a eu l'insigne honneur de réaliser une épopée militaire, c'est celle où il a battu l'armée coloniale, ce qui a donné lieu à un espoir auprès de la population du Rif qu'il y a possibilité d'aller vers une indépendance. Et il a conquis
ce territoire, il a créé son État avec sa Justement, capitale. vous êtes en train de parler d'une partie très importante de l'histoire et il est important aujourd'hui, pour comprendre la question du Rif, de revenir sur l'histoire. Vous avez parlé de Abdelkrim Al-Khattabi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à construire ces institutions? Parce que finalement, un État, c'est des institutions et Abdelkrim Al-Khattabi, c'est une république. dans cette république, a réussi à mettre en place des institutions. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y avait déjà le modèle libéen de la Tripoli, donc il aurait pu s'en inspirer. C'est vrai que l'émir Abdelkader a créé plutôt un État qui était différent, plus élargi, plus puissant, mais sur le plan structurel. Lui, il a quand même créé un parlement, il a créé une monnaie, il a compté sur ce qu'on appelle l'assemblée des tribus, il a quand même créé une monnaie, le rifin. C'était important parce que l'indépendance financière était très importante pour solidifier et consacrer une république. Sans une indépendance financière, il n'était pas possible d'aller. Il a quand même essayé d'avoir des relations avec la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Donc, il a essayé d'avoir des relations avec les Britanniques, avec les Français, avec d'autres États, y compris la Turquie, avec laquelle il a eu des alliances. Donc, il a créé il avait une diplomatie, bien sûr, il avait une assemblée qui légiférait. Donc, pendant toute cette période-là, mais le problème qui s'est posé, c'était cette alliance franco-espagnole qui avait peur de l'émergence d'une république qui aurait donné, parce qu'ils avaient la crainte qu'elle donnerait lieu à des velléités, à des espoirs de d'autres pays fassent la même chose. Donc, le plus important était de la mater, et ça a été vraiment maté d'une manière incroyable, parce que les armes qui ont été utilisées contre la population du Rif, c'était des armes qui ont été utilisées durant la Première Guerre mondiale, notamment les armes chimiques. Il faut savoir que la région du Rif, c'est celle qui a le taux le plus élevé de maladies de cancer en raison des séquelles laissées par cette répression durant laquelle il y a eu l'utilisation des armes les plus interdites. Donc c'était pour justement arriver à commettre des crimes de masse, et non seulement des crimes de masse, mais de faire en sorte à ce que la population ne se soulève plus. Il y avait une volonté de décimer une population et non pas de battre une armée régulière, de façon régulière, parce que l'armée du Rif avait la force tactique et avait la force de la géographie. Elle connaissait la géographie mieux que l'ennemi. C'est pour cela que sur le plan militaire, il était impossible sur le terrain de battre l'armée du Rif. Donc il a fallu des bombardements de loin avec des armes qui tuent massivement et non pas des armes qui visent une armée. Et c'est cela un petit peu le paradoxe et la différence entre une armée régulière et une armée qui veut massacrer. Donc l'objectif franco-espagnol était de faire disparaître une population. Ce que vous dites là est très important. D'ailleurs, je vais rebondir juste après avoir posé une question à M. Dohari, parce que vous êtes en train de nous dire finalement que le Rif a servi de laboratoire de guerre aux puissances, coloniales. Justement, est-ce que vous pouvez garder cette idée à l'instant? Je viens vers vous, M. Dohari. M. Dohari, à la lumière de ce que vient de nous dire M. Mensari, qui a fait un excellent exposé historique sur les enjeux finalement de cette République qui venait juste de naître, est-ce qu'on peut considérer que la République du Rif représenter un véritable projet de justice sociale et d'autonomie pour le peuple du Rif? Effectivement, si vous me permettez d'ajouter que parmi les institutions pionnières qui a créé Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, c'était la cour d'appellation, Mahkamat l'Istinaf, la cour d'appellation. La cour d'appel, oui. Oui, d'appel, oui, c'est la cour d'appel, oui, c'est ça. Donc, c'est la cour d'appel et une création pionnière de part de République de Rif à ce moment-là. Et donc, oui, comme vient de dire, ils ont bombardé avec des bombes chimiques, de gaz moutarde, le gaz moutarde, avec l'ajout de Sultan Alaouite. On n'oublie pas l'aide directe ou indirecte des Alaouites. Vraiment, la République de Rif, oui, parce que on avait une constitution avec des articles
Fès et sauvegarde qui sont les droits fondamentaux des personnes. Nous avons un parlement, on avait un parlement, plusieurs assemblées ou affaires qui à l'instant étaient comme pionnières. Aussi, je peux parler de quelque chose que j'avais lu dans un livre que je ne me souviens pas de son titre, qui a dit que Mohammed ibn Akrim al-Khattabi a créé aussi une chose pionnière, c'est de mettre les rifins juifs, parce que parmi nous, il vivait des juifs rifins, égal avec les rifins musulmans, pas de jizya. C'est au même d'égalité, au même niveau d'égalité. Et ça peut être grande chose à l'époque sur la pensée de Mohammed ibn Akrim al-Khattabi et les autres rifins qui étaient dans la présidence de la République de Rif et le Parlement rifin et d'autres choses. Très bien, merci Monsieur Doharé pour ces précisions. Je reviens vers vous, Monsieur Mensari. L'histoire officielle aujourd'hui au Maroc, l'histoire qu'on est en train d'enseigner dans les écoles du Maroc et même au sein des puissances occidentales, et ça ce n'est pas nouveau, les anciennes puissances coloniales, on a occulté cette expérience historique. Vous, en tant qu'observateur des questions internationales, pourquoi est-ce qu'on a tenu à complètement effacer de la mémoire collective cette partie importante finalement de l'histoire ? C'est que le colonisateur efface partout, pas seulement au Maroc. Donc l'idée du colonisateur, c'est d'effacer la réalité et placer la sienne. Donc c'est le même cas pour l'Algérie. Vous voyez comment la France ne veut pas reconnaître son histoire en Algérie, ni au Sénégal, le massacre des tirailleurs sénégalais à Dakar après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu tellement d'incidents, même les Belges ne reconnaissent pas les massacres qu'ils ont commis au Congo. Donc il y a toujours aujourd'hui, que ce soit au Maroc ou en France, on a la même idée, c'est celle d'occulter le passé colonial. Et pour ce qui est du Maroc, puisque c'est quelque chose qui concerne en réalité les Marocains eux-mêmes, on a toujours voulu faire savoir et faire accréditer la thèse qu'il ne s'agit pas du tout d'une république qui existait déjà, mais qu'il y avait des velléités séparatistes et que parfois on disait, les narratifs qui sont utilisés, c'est le fait que c'est une révolte sociale pour l'emploi ou pour la lutte contre les injustices sociales ou bien pour le développement, pour l'investissement. Et ça, c'est dans la littérature française aussi, c'est-à-dire que la France défend cette thèse qu'il ne s'agit pas d'un retour, d'une revendication d'indépendance et de recouvrement d'une république qui a existé pour un peuple qui a milité pour ça avant qu'il y ait le royaume de Marrakech et de Fès, c'est-à-dire qu'ils étaient, c'est vrai qu'ils étaient pionniers dans pas mal d'initiatives, mais en même temps, et c'est vrai que le souverain marocain, le sultan à l'époque, avait envoyé 7000 personnes pour massacrer ses propres citoyens. C'est-à-dire, donc comme s'il était en train de lutter contre un ennemi d'un autre pays. Donc, forcément, cette histoire-là, ce chapitre de l'histoire marocaine est occulté. Jamais ils ne diront que 7000 soldats marocains sont allés massacrer aux côtés des Espagnols et des Français les habitants du Rif. C'est-à-dire, nous avons une armée qui combat une autre armée d'un autre pays. Donc l'idée que les Marocains, ou le royaume de Fès, étaient en train de combattre une armée externe, cela explique qu'il s'agit d'une république à part entière. Donc c'est une opération d'occupation. Donc là, le régime actuel, c'est-à-dire les ancêtres dont les deux de Mohammed VI, avaient perpétué, aux côtés des Français et des Espagnols, un massacre et une invasion d'un pays qui existait. Donc, parce que les Marocains, enfin le régime de Fès et de Marrakech, après le traité de Fès de 1912, il y avait quoi? Il y avait un pays qui a accepté l'occupation et un autre pays qui a refusé l'occupation et qui a voulu s'émanciper.
et il a donné la preuve qu'il était plus moderne que le Maroc chérifien, qui était vraiment en retard par rapport à Abdelkrim el-Khattabi. Certes, Abdelkrim el-Khattabi a aboli les lois tribales parce qu'elle était un frein à une modernité qu'il a souhaité pour les habitants et pour sa République. Donc, en mettant en place toutes ces institutions qu'il a créées, du Parlement, de la justice et même des mesures qu'il a prises pour toutes les religions, donc ceci explique qu'il avait une avancée, c'est-à-dire aujourd'hui, le Marzen essaye de faire croire qu'il est le précurseur au rassemblement juif, arabe et chrétien, alors que c'est faux, c'était plutôt une initiative et un principe que défendu par Abdelkrim el-Khattabi. Et on voit aujourd'hui que si on n'en parle pas, que ce soit dans les émissions, que le régime marocain occulte et refuse d'admettre, il est dans cette posture de négation, c'est parce que c'est une réalité qui le met face à ses responsabilités historiques aux côtés de la France. Parce que la France, c'était un État occupant. L'occupant, il fait ce qu'il veut, il n'est pas chez lui, ce n'est pas sa population. Mais lorsque vous prétendez que vous êtes avec votre population, vous êtes en train de massacrer, de faire subir à cette population du Rif les pires atrocités depuis 1926. C'est-à-dire, même si les premières de 1921 à 26, c'était les Espagnols et les Français aux côtés des 7000 Marocains qui ont massacré, mais à partir de 1926, on voit que le modus operandi du régime marocain, du Marzen, était de la répression. C'était la seule réponse. C'est pour cela qu'en 1958, quand il y avait eu une autre révolte, parce que après l'indépendance du Maroc, c'était une indépendance du royaume de Fès et de Marrakech, mais ce n'était pas le royaume la République du Rif. C'est pour ça que les militants du Rif ont décidé justement de revenir revendiquer une indépendance de leur territoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu en 1958? Les massacres perpétrés par Hassan II, le général Oufkir. En plus de ça, il y a eu un décret royal, Zahir Malaki, le décret royal, qui a fait que cette région soit sous occupation militaire, c'est-à-dire contrôlée par les militaires, ce qui signifie qu'il s'agit d'une occupation. Il n'y a aucun régime au monde qui prétend que ce territoire est le sien et qui impose une occupation militaire, un régime militaire, ce qui signifie qu'il y a une loi martiale, tout le temps une état d'urgence. Donc la population du Rif est soumise depuis ce temps-là à ce régime militaire et à ces pratiques militaires. Donc aujourd'hui, n'importe quel soulèvement ou n'importe quelle revendication au Rif est accueilli par des répressions militaires féroces. Je vais rappeler que les répressions continuent jusqu'à maintenant. Monsieur Dohary, je viens vers vous, je vous pose justement la même question. Pourquoi est-ce que, à la lumière de ce que vient de nous dire, qui a apporté un regard géopolitique, qui a expliqué aussi le rôle qu'a joué dans cette répression du Rif, le colon français, l'empire colonial français, vous, à votre avis aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'histoire de la République du Rif a été complètement occultée de l'histoire du Maroc et du Marzen? C'est tout à fait correct que la légitimité, on joue sur la légitimité. C'est ça. Le régime marocain n'a pas de légitimité sur le territoire Rif. C'est grâce à les colonisateurs franco-espagnols qu'ils ont, avec elle, signé des accords top secrets jusqu'à notre jour. Jusqu'à nos jours, le premier accord, c'est de l'ex-Liban. Je ne crois pas qu'il contienne le Rif, mais on peut citer aussi l'ex-Liban, 1955. Mais le plus important accord qui a été pour l'intégration de territoires rifins dans le territoire marocain était le 7 avril 1956. Et cette année va-t-elle passer 70 ans. Donc, l'usage de force extrême pour répiler des manifestants très civiques, très civilisés aussi,
le Hirak de Rif de 2016 et 2017 était le grand exemple de la citoyenneté, de la de caractère civilisé des Rifins en protestant, en volant ses droits, mais la machine de brutalité Barzani, ils ont commis des assassinats aussi, des assassinats parce que ils ont commis des assassinats collectifs 1958-59. C'est pas l'intifada. Il y a ce qui dit qu'il a été une intifada, comme les Rifins seulement, ils voulaient ses droits, mais c'est faux. Parce que Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi en 1958 était encore en vie, vivant au Caire, était en permanent contact avec les leaders de cette rébellion. Le vrai nom, c'est la rébellion, c'est le rejet, c'est le rejet de l'imposition ou de l'intégration de Rif dans le territoire ou la monarchie ou le royaume, je ne sais pas moi, ou le sultanat de marocain. C'est ça la vérité, c'est pas une intifada dans un peuple, parce que le Rif, il voulait son indépendance totale, c'est pas être intégré dans le Maroc. C'est pour cela, top secret, avec sûrement, parlant de la géopolitique, avec les intérêts américains et britanniques, parce qu'on n'oublie pas la situation géostratégique de Rif. Le Rif, elle est Tanger, la ville de Tanger, c'est le territoire de Rif occupé, malgré à cette époque était le Tanger international, mais le Tanger c'est dès l'ancienneté, c'est une partie indivisable de territoire rifin. Donc Tanger, qu'elle est devant c'est devant le strait de Gibraltar, et on connaît aujourd'hui l'importance des straits, comme le strait de Hormuz, le strait de Bab el-Mandeb et d'autres straits. Donc notre cause, elle est comprise. Nous sommes, je dis, nous sommes réalistes à la fois. Nous sommes réalistes parce que notre situation géostratégique, elle devient très compliquée pour que les Rifins peuvent avoir son pouvoir ou son souveraineté sur son territoire, parce qu'elle entre plusieurs enjeux géopolitiques sur notre cause. Mais nous sommes optimistes, on reste positif, et Inch'Allah, ce qui est d'un peuple reviendra à un peuple. Aujourd'hui, merci. Très bien. Monsieur Dohri, je m'excuse de devoir vous couper. Malheureusement, très chers téléspectateurs, je vais devoir couper mon invité parce qu'on se retrouve dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Comme vous le savez, donc ce soir, on se penche sur la question de la République du Rif. Une expérience historique qui a longtemps été occultée non seulement par le régime du Marzan, mais aussi par l'histoire avec un grand H. On le dit souvent dans ce plateau, quand il est question de l'Afrique, il est souvent question d'occulter l'histoire de l'Afrique parce que les puissances occidentales ont besoin de ça pour imposer leur domination sur l'Afrique. Et l'histoire de la République du Rif ne fait pas exception. Ce qui me ramène à vous, Monsieur Kamel Mensari. Je rappelle que Monsieur Kamel Mensari est journaliste et fin observateur des questions internationales. Et j'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Mohamed Dohri, représentant du Parti national rifin, qui me rejoint depuis Barcelone en Espagne. Je viens vers vous, Kamel Mensari. Alors, Kamel Mensari, lors de cet excellent point historique que vous avez fait sur la République du Rif, on a cru comprendre finalement que cette expérience historique a été presque
une expérience avant-gardiste. Est-ce que finalement c'est ce côté anti-impérialiste, ce côté justice sociale, ce côté égalitaire qui fait que cette république qui allait émaner dans un continent où il y avait la domination coloniale, où il y avait la domination impérialiste qui a finalement fait peur aux puissances occidentales et même à ce régime relais qui est le Marzen aujourd'hui? Bien sûr, bon, il faut revenir à l'idée que le fait que déjà... Excusez-moi, parce que faut-il le signaler là encore qu'Abdelkrim El-Khattabi avait mis en place des réseaux pour la libération finalement de l'Afrique. Il avait cette vision de la décolonisation de l'Afrique. Évidemment, voilà. C'était non seulement un panafricain, il était panarabiste aussi. D'ailleurs, quand il était emprisonné en exil en Réunion, il a été justement en contact avec des panarabistes qui ont pu justement le libérer et s'enfuir pour le Caire. Donc, il faut revenir à l'idée que toujours eu l'Occident, c'est que les pays qu'il a occupés, ce sont des pays et des populations arriérées et sauvages. Donc, forcément, ils sont incapables de se prendre en charge, il faut les civiliser. Cette postulat a été tout le temps véhiculé, que ce soit par les orientalistes ou par les militaires. On le voit et on le lit dans tout leur narratif jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, même si les pays africains sont libres, indépendants, on les déjà décrit comme des populations ou des États incapables de se prendre en charge sans l'aide occidentale. Et c'était justement cette idée-là qui prévalait à l'époque du colonialisme au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc nous sommes aujourd'hui en train de revivre cette postulat, cette posture, à travers ce que fait d'abord les Occidentaux, mais en même temps le régime marocain. C'est lorsque le roi Hassan affuble ou décrit les populations du Rif comme des sauvages, ça c'est quelque chose qui est inné et fomenté et inculqué dans les esprits des Occidentaux et des colonialistes. Donc c'est un peu grave. Donc on voit à quel type de régime nous avons affaire. Donc il est similaire à celui d'un occupant occidental, c'est-à-dire qu'il soit français, belge ou espagnol, c'est de la même acabit, du même acabit. Donc nous sommes dans cette posture. Donc c'est pour cela qu'en face, il y a l'exemple, le fait que Khattabi crée une république, ça a été un danger, ça démolissait et ça remettait en cause, ça démystifiait tout le narratif occidental. Donc finalement, ils sont capables de se libérer, les pays colonisés, les peuples sont capables de se libérer et de se prendre en charge et de créer des républiques. Donc ça a été fait rapidement. C'est vrai qu'il fallait qu'il y ait une assise populaire qui endosse le principe de libération, qui endosse la volonté de construire une république et d'être prêt à accepter de faire des concessions, notamment sur le plan idéologique, puisqu'à l'époque, c'est-à-dire l'islam qui était qui était dominant, l'islam sunnite qui était dominant dans la région du Rif, et qu'en même temps, la mentalité tribale se dissout pour le besoin et pour la volonté d'une république. Donc, non seulement il y a une indépendance qui n'a pas créé des inégalités sociales comme il est le cas au Maroc, parce que ça, on a créé un royaume, un régime qui est au-dessus de tout le monde, géré par un commandeur des croyants, et ça fut du roi commandeur, et puis c'est un régime qui regarde son peuple comme des sujets, contrairement à Khattabi qui a démoli cette idée et cette image qui a existé au Maroc depuis les Almoravides. Donc vous vous rendez compte, donc nous sommes dans un exemple, dans l'illustration du fait que la région du Rif était moderne, était avant-gardiste, mais plus que ça, elle était capable de créer, de devenir un vis-à-vis avec la communauté internationale à l'époque. Donc voilà, donc non seulement le Maroc et le régime de l'époque, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, voit dans cette région une menace constante pour sa survie, il voit en elle une menace pour la libération, parce que quand on voit ce qui se produit au Rif, on le voit au Sahara occidental. Donc la mentalité qui véhicule, qui est imposée et qui domine au sein du régime marocain, c'est le colonialisme, c'est-à-dire soumettre les peuples par la force et surtout par la complicité externe.
lorsqu'il s'agissait du Rif, le palais royal de l'époque, du Fès, s'est appuyé sur les Français et les Espagnols. Et aujourd'hui, on le voit, pour le cas du Sahara occidental, il s'appuie sur Israël, sur la France, sur les États-Unis, sur un conglomérat de puissances qui ne reconnaissent même pas le droit au peuple à l'autodétermination. Encore, ils ne reconnaissent même pas le droit à la souveraineté des peuples et des nations. Donc nous sommes dans une configuration où aujourd'hui, on voit que le régime marocain reproduit, pour maintenir sa répression, son occupation du Rif, il doit s'appuyer sur les colonisateurs, et les colonisateurs qui le colonisent aussi d'une manière ou d'une autre, parce que accepter, faire des concessions pour occuper des territoires qui ne sont pas les siens, en s'appuyant sur des forces étrangères, il se soumet lui-même au diktat de ces pays qui aujourd'hui font du Maroc ce qu'ils veulent. Alors que le malheur des Rifins est aussi partagé par toutes les populations marocaines. On voit ce qui s'est passé à Al-Houz après le sinistre séisme qui a détruit jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de construire des logements, le Maroc s'enorgueillait d'avoir une Coupe d'Afrique, d'avoir des infrastructures, alors que les véritables infrastructures sont absentes dans les régions enclavées, dans les régions isolées. Nous sommes dans une logique de fuite en avant. C'est-à-dire que c'est comme si quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, ils disent il y a Morocco, il y a Maghreb. Morocco, c'est l'image qu'on envoie à l'Occident, et le Maghreb, c'est la réalité dans laquelle vit le peuple marocain, y compris celui du Rif. Quand on dit peuple du Rif, c'est parce qu'il existe ce peuple qui a eu son État, son territoire, ses richesses qui sont immenses, ces richesses. Il a des richesses touristiques, il y a l'agriculture, il y a énormément de potentiel dans cette région, sans parler du fait que c'est un grand territoire de plus de 34 000 kilomètres carrés, en plus avec une population énorme aussi, et surtout une diaspora qui est très active. Pratiquement 3 millions de Marocains, si ce n'est pas plus, on dit. Parce que qu'a fait le régime du Marzen? Il a encouragé l'immigration, la fuite de cette population pour justement pour la vider de sa population et faire en sorte à ce que cette région ne se rebelle plus. Voilà un petit peu, c'est une stratégie multiforme qui a été adoptée et qui est toujours adoptée par le Marzen. Laisser cette région sans éducation, laisser cette région pauvre, parce que là, après, il faut les laisser vivre avec peu, et pour ne pas, justement, parce que l'objectif, il est militaire, il n'est pas humain, il n'est pas social, il n'est pas politique, il est militaire, c'est-à-dire l'occupation de cette région du Maroc. On va revenir sur ce point d'occupation. Je viens vers vous. Monsieur Dohri, à la lumière de ce que vient de nous dire Monsieur Mensari, je rappelle que votre témoignage nous est précieux ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces stratégies que met en place le régime du Marzen afin de maintenir la marginalisation politique et économique du peuple du Rif? Oui, effectivement, par exemple, comme bien dit votre invité, c'est laisser le Rifin avec trop d'insuffisance, ne pas développer l'économie, ne pas avoir un système éducatif et réconciliatif aussi. Par exemple, au lieu d'utiliser le bilinguisme comme s'utilise aux États démocratiques, ici en Europe, par exemple, ici en Espagne, il y a le bilinguisme à la Catalogne, la langue catalane et la langue espagnole, c'est le bilinguisme. Au Pays Basque, il y a l'euskera, qui est la langue basque, il y a l'espagnol. Donc le Maroc, non, il n'a voulu jamais que le Rifin soit une langue véhiculaire à l'école. Et ça, c'est très grave. C'est pour cela l'abandonnement scolaire
au RIF, le taux de l'abandon scolaire est très élevé. C'est pour cette raison, parce que dans le sein familial, on parle le rifin, le tarifite, qui est des langues amazighes, mais quand on va à l'école, tu es obligé de parler le dialecte marocain et étudier avec la langue, le fusha, l'arabe. Et quand tu es très petit, c'est un peu difficile. Scientifiquement, les sociétés bilinguistes qui ont plus d'une langue véhiculaire, ils sont très avancés en comparaison avec les sociétés qui seulement ont une langue véhiculaire. Il y a aussi dernièrement les stratégies ou les politiques de substitution démographique. Substitution démographique, ça veut dire elle force les rifins à prendre les bateaux et de tenter d'arriver aux côtes nord de la Méditerranée ou les côtes espagnoles d'une forme irrégulière et laisser le Rif vide. Il a plus ou moins réussi dans cette stratégie néfaste pour nous. Ils ont vidé presque le Rif de ses capitales humaines, comme vous avez bien dit. C'est un capital humain rifin et je serai très correct ou très précise si je vous dis que nous sommes plus à la diaspora rifin qu'au territoire de Rif occupé, comme des rifins, des vrais rifins. Ce n'est pas des Mostaoutinines de colons, parce que s'il y a des colons au Rif qu'ils ont appris le rifin, mais ce n'est pas des rifins. C'est des stratégies que ce régime voit pour le futur, par exemple une hypothétique de autodétermination, par exemple. Et ce type de gens sont ce qu'ils sont à ne mettre dans les rues, on ne laisse pas travailler bien pour notre cause souveraine. On nous dit non que nous sommes des rifins marocains. C'est impossible. Et Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi l'a bien lissé dans son document qu'il a envoyé à la Société des Nations le 1 juillet 1923, disant nous les rifins, nous sommes en absolu, nous ne sommes en absolu pas des Marocains, comme les Allemands ne peuvent pas être des Anglais. Donc les Marocains sont un peuple et les rifins sont un autre peuple. Très bien, Monsieur Dohri. Monsieur Mensari, au début de cette émission, vous avez fait un parallèle qui est important dans l'échiquier, dans le mouvement actuel sur l'échiquier international. Vous avez parlé justement du fait que le RIF est servi de laboratoire de guerre, que le RIF a été réprimé par une armée étrangère avec 7000 soldats, des deux royaumes finalement qui existaient en cette époque-là. Vous avez fait le parallèle. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut faire le parallèle entre cette puissance coloniale qui est le régime du Makhzen et une puissance coloniale comme celle de l'entité sioniste? Et surtout, vous avez aussi fait le parallèle avec le Sahara occidental qui aujourd'hui est en lutte pour son indépendance du régime de domination du Makhzen. Est-ce qu'on peut dire qu'on est face à un régime colonisateur? Est-ce qu'on peut dire qu'il est question de toutes ces répressions dont on a parlé, dont M. Dohri a témoigné, on est face à une répression d'État colonial? Évidemment, bien sûr. Nous sommes avec le même bourreau, avec des noms différents. C'est-à-dire Israël, France ou Maroc, c'est la même chose. Ce sont des occupants. La légalité internationale le dit, donc la loi le dit. Il y a des chartes, il y a des résolutions qui le confirment. Il y a des avis juridiques de la Cour internationale de justice.
énormément d'organisations savent qu'il s'agit d'une occupation, que ce soit au Maroc ou du Sahara occidental, que ce soit celle du Rif ou que ce soit celle de la Palestine. Nous sommes face à une réalité colonisatrice. Donc, il y a lieu bien sûr, de mettre les trois entités, les trois régimes dans le même panier. Donc, ils pratiquent le même modus operandi, la même politique. Et surtout, ils ont joué à ce que ce qui se passe, par exemple, en Cisjordanie aujourd'hui, se passe au Rif et se passe au Sahara occidental. C'est ce changement démographique. Y compris le mur de la honte. Oui, non, mais changer la démographie, c'est bouleverser la démographie. Faire fuir les Palestiniens de la Cisjordanie, de Gaza, et les remplacer par des Israéliens. Faire fuir les Rifins de leur territoire et les remplacer par des Marocains. Faire fuir les Sahraouis, les exilés ou les massacrer et ramener des Marocains pour changer la démographie. On peut aller encore plus loin, jusqu'en Nouvelle-Calédonie avec... Oui, bien sûr, la Kanaki et tout. Donc nous sommes dans une réalité donc, de remplacement. Donc ce qui se passe, c'est-à-dire les colonies de peuplement qui existent en Cisjordanie ou existaient au Liban Sud, et ce qui se passe au Sahara occidental, au Rif, c'est la même pratique. Donc, changer la démographie pour faire croire qu'il n'y a pas de peuple rifin, ni sahraoui, ni palestinien. Donc, c'est la même logique. Aujourd'hui, ce qui s'est produit, c'est-à-dire les moyens utilisés militaires contre une population civile, c'est-à-dire parce que au lieu de combattre une armée régulière, celle dirigée par Abdelkrim al-Khattabi, qui avait le potentiel militaire de combattre parce qu'elle l'a démontré durant la bataille contre les Espagnols. Ils ont démontré qu'ils étaient capables militairement, qu'ils avaient une armée structurée. Il a créé une armée avec des régiments, des divisions et tout. Et en même temps, c'est la même chose pour le Polisario qui a créé sa propre armée, sans parler de la résistance palestinienne. Donc nous sommes dans une logique. Quelle a été la réponse quelle a été la réponse de l'occupant? C'est la même chose que ce qui a été produit en Algérie. C'est le massacre avec les massacres, avec les armes de destruction massive. Les gaz, les enfumades, et bien sûr, on est arrivé jusqu'au napalm. C'est la même chose pour les Palestiniens, les bombes à phosphore, le Sahara occidental, la même chose. Sur le Rif, la même chose. Les gaz qui ont été utilisés, c'était horrible. Il y a des images qui circulent, qui ont été des témoignages d'historiens qui disent ce qui a été utilisé. Au Maroc, sur le Rif, c'est la même chose qui a été utilisée en Algérie, avant l'occupation israélienne, parce que l'occupation israélienne n'est venue qu'après 1947. Donc nous sommes vers un modèle d'occupation et de répression similaire à celui de la France, donc au parcours de l'histoire et celui des grandes puissances. Parce que comme la façon dont a été tué Mohsen Fekri en 2018 démontre qu'ils n'ont même pas un respect pour... Il a été pris pour presque de la poubelle, une ordure à benne qui le broie. Vous imaginez, donc il n'y a même pas... C'est-à-dire, nous sommes face... Ce qu'avait dit Hassan II, en qualifiant les habitants du Rif de sauvages, est un embrigadement et c'est resté inculqué dans les esprits de cette machine de répression qui est la gendarmerie royale, la police royale. Et lorsque les habitants du Rif se sont rébellés en automne 2017 et l'automne 2017 et l'été 2018, quelle a été la réponse? Ils ont essayé par les moyens politiques, mais les habitants et les leaders du Rif avaient dit que nous ne discutons pas avec le gouvernement parce que les véritables décisions étaient prises au niveau du palais royal. Donc nous voulons un représentant du roi pour garantir les revendications et discuter sur l'avenir de cette région. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont rejeté cette demande et ils sont revenus à la répression. C'est ça qui est grave. Justement, M. Doheri, on arrive presque à la fin du temps imparti à cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment est-ce qu'on peut comprendre cette logique de violence d'État et systémique à l'encontre du peuple du Rif? Oui, c'est une violence qui a une racine, comme j'ai dit avant, d'une manque de légitimité. Donc, il faut soumettre ce peuple, oui, ou si.
Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Et c'est la mauvaise gouvernance aussi, la mauvaise gouvernance. Donc, si ce régime avait traité les Rifins, le peuple rifin d'une manière différente, peut-être que nous ne serons pas en train de lutter pour récupérer notre souveraineté sur notre territoire. Et c'est l'un des objectifs que nous sommes en train de se lancer, de mettre en avant avec le Parti national rifin. L'un des le suprême objectif, c'est celle de récupérer notre indépendance, parce qu'on ne peut pas confier une deuxième fois à ce régime. Pas de confiance, parce qu'on a donné autant, plusieurs chances, plusieurs opportunités à ce régime pour qu'elle ne traite d'une manière différente, ne développe plusieurs choses, et il ne fait rien. C'est tout au contraire. Ce sont des massacres, des assassinats individuels, des assassinats collectifs, combien des manifestations populaires, civiques, seulement des droits fondamentaux. Mais je crois, comme Rifin, nous sommes appelés... Très bien, monsieur Dohary. Malheureusement, on arrive vraiment à la fin du temps imparti. Monsieur Mansaray, un dernier mot peut-être qu'on peut aussi revenir à ce fameux mot de Walter Rodney, il faut décoloniser l'histoire de l'Afrique. Oui, d'ailleurs l'Algérie, dans sa position de défense des peuples à l'autodétermination, nous sommes en train de soutenir une république qui existait, un peuple qui est occupé, c'est-à-dire celui du Rif. Donc nous ne sommes pas en train de faire de l'ingérence dans les affaires marocaines, nous sommes en train de défendre une république qui existait avant même le royaume du Maroc. Donc, voyez-vous, c'est une question similaire à celle de la Palestine. Nous avons soutenu des causes de libération, même lorsqu'il s'agissait d'États amis, comme c'est la question du Timor-Leste avec l'Indonésie. Très bien, merci Monsieur Mansaray. Je rappelle, merci de m'avoir accompagné. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais surtout directeur de publication du journal Le Jeune Indépendant, mais surtout vous êtes un fin observateur des questions internationales. J'ai également le plaisir d'avoir été accompagné ce soir de Monsieur Mohamed Dohary. Vous êtes représentant du Parti national Rifin en Espagne. Vous m'avez rejoint depuis Barcelone. Merci Monsieur Dohary, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir avec moi ce soir. Quant à vous, très chers téléspectateurs, on vous le dira jamais assez, quand il est question de l'Afrique, il faut décoloniser l'histoire. Et je vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.